est dans un monde de rêve. Sublime. Oui, c'est ça ce qu'on appelle un bain mou. Superbe, hein? Mais on peut pas, on n'a pas les... Oh, si, non, mais on peut pas avoir les plus récents. Merci, les caméras. C'est super beau. Ouais, c'est super. C'est clair. Surtout pour moi. Et comme il téléphone. Très joli. Franchement, il y a rarement des choses Très aussi bien la belles. journée, ouais. C'est très rare de voir des choses aussi belles, aussi soignées. C'est beau. Sublime. Jérôme, à ça. Ah ouais, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Super. Celle-là, Ah, mais on voit pas bien avec la caméra. T'as perdu quelqu'un? T'as perdu ta copine? Ah. Tu lui as dit que c'était département philosophie au moins? Il a un portable. Non, mais l'autre, il n'en a pas. Il y en a un qui en a un, mais l'autre n'en a pas. C'est foutu alors. C'est foutu complètement. À moins qu'il soit suffisamment poussé. Bon. Mais il n'a pas l'air, il est d'ailleurs mais comme il est de Marseille, c'est mon enfant, il est simplement élève de terminale de philo. Et que l'autre part, il est de Marseille. D'une part, il n'a pas l'habitude des femmes. Et d'autre part, il n'a pas l'habitude de Paris, c'est ça. Des arts et métiers. Ah oui, très très beau. Immense. Très 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 beau. Buvez. Alors il y a toujours ceux qui sont à représenter à la télévision, à boire. Tant il aurait dû lui dire ça peut être bien, si on était ministre et lui un portable, puisque bien la On va jamais le retrouver. C'est une vraie star hein, de la télévision. Hein. De la séduction. Je vais rentrer aux toilettes. C'est lui qui l'appellera forcément, puisque c'est le téléphone, ce n'est que le sien. Merci. Si c'est appris très bien les maths, alors en entrée, c'est de formuler très précisément quel est le thème ou le type ou les deux de son intervention que personne ne le sait encore. En même temps que je fais mon exposé, je fais passer des photos comme ça pour essayer que ça fasse un petit peu des connexions hasardeuses entre les photos et ce que je raconte. Donc je commence par. Mais tu ne dis pas qu'il y a des outils. Oui. Alors, donc, j'essaye de parler de la révolution. Pour parler de la révolution, c'est un petit peu difficile parce que on pourrait dire ça comme ça, il ne suffit
suffit pas de parler de la révolution, il faut la faire. Il ne faut pas que la révolution soit seulement un sujet historique, par exemple. Un sujet historique, un sujet comme un autre. Quand on parle de la révolution, on essaye d'avoir une action avec la parole et voilà le problème. J'avais comme manière de parler qui avait un effet, j'aimerais prendre comme modèle dans le 3e plateau de l'île Plateau, qui s'appelle la géologie de la morale. Il y a un conférencier qui fait une conférence devant des gens qui au départ sont plutôt intéressés et bienveillants à son égard, et au fur et à mesure que le conférencier qui est le professeur Challenger, c'est un des héros, c'est le héros principal d'un livre de Conan Doyle, Le Monde Perdu, qui avance qui font une expédition dans un monde où ils se retrouvent dans un monde où il y a des dinosaures. Et donc Deleuze et Guattari prennent ce professeur Challenger comme sujet dénoncé de leur plateau. Et à la fin de ce plateau, le professeur Challenger se transforme en espèce de chose très étrange. Donc il accède à une métamorphose à la fin de sa conférence, ce qui est une manière de parler, disons, très efficace. Et donc il faudrait essayer de parler comme ça, pour parler de la révolution, pas d'en parler simplement parce que la révolution, c'est pas, le sujet de la révolution ne peut pas rester dans la forme habituelle. S'il y a une révolution, c'est déjà ce qu'il y a à dire ne peut pas être dit dans la forme actuelle, sinon donc voilà. Alors je fais 2 parties, et puis après chaque partie, vous pouvez poser des questions. Comme ça, je fais une partie, après chacun pose des questions, et après je fais l'autre partie, et puis on s'acharne un petit peu. Alors, première partie. J'ai appelé la première partie l'actualité du fascisme. Parce que l'actualité du fascisme. Pourquoi j'appelle ça comme ça? J'appelle ça comme ça à cause du livre de Pasolini, Écrit Corsaire, qui dit que la société de consommation est un nouveau fascisme. En fait, appeler ce qui nous arrive aujourd'hui par un nom si fort, c'est peut-être une manière d'essayer de faire sentir justement une nécessité de transformer radicalement la vie ici. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas fait sentir la nécessité de transformer radicalement la vie, tant que les gens pourront
quelqu'un pense qu'il peut toujours s'arranger sans dommages extrêmement importants pour lui et pour la vie, il ne va pas faire la révolution. À la limite, il faudrait atteindre à des choses comme par exemple, quand Nietzsche ou Artaud disent des choses comme la vie est réduite à son plus petit degré, nous ne sommes rien comparé à ce que nous pourrions être. La vie est mise à mort, des choses comme ça. Personne ne le croit véritablement. Personne n'a l'impression d'être annihilé par l'environnement. Donc, tant qu'on ne pense pas qu'on n'est rien comparé à ce qu'on pourrait être, pourquoi faire la révolution? Pourquoi mettre en jeu sa vie alors que finalement ça ne va pas si mal? Donc il faut vraiment montrer que ça va très mal. Donc c'est l'idée de Karl Marx. C'est la première des citations. Donc Karl Marx parle de sa critique, sa manière de critiquer. Donc la critique qui s'occupe de ce contenu, c'est la critique au sein de la mêlée, et dans la mêlée, il ne s'agit pas de savoir si l'adversaire est un adversaire noble, si c'est un égal, si c'est un adversaire intéressant. Il s'agit de l'atteindre. Il s'agit de ne pas accorder aux Allemands un seul instant d'illusion et de résignation. Il faut rendre l'oppression réelle encore plus opprimante en lui adjoignant la conscience de l'oppression, la honte encore plus honteuse en la rendant publique. Il faut dépeindre chaque sphère de la société allemande comme la partie honteuse de cette société. Il faut contraindre ces situations fossilisées à danser en leur chantant leur propre mélodie. Il faut enseigner au peuple à prendre peur de lui-même pour lui donner du courage. On satisfait par là un besoin impérieux du peuple allemand, et les besoins des peuples sont en leur propre personne les fondements de leur contentement. Donc la critique révolutionnaire commence par atterrer ceux à qui elle s'adresse finalement, puisque les gens n'étaient pas passés à la révolution où il y a des actes désespérés. D'abord, ce que fait la critique, c'est de montrer qu'on est dans une situation désespérée, pour justement attendre de ceux à qui elle s'adresse de passer à des actions aussi nouvelles que des actions révolutionnaires. Donc, pour ça, le livre de Pasolini écrit Corsaire, il est très utile dans ce que j'ai lu. C'est le livre qui est le plus... c'est sans doute le livre qui est le plus violent sur ce qui arrive aujourd'hui. Parce que, en fait, Pasolini, il appelle la société de consommation un fascisme plus puissant et un fascisme plus fasciste que le fascisme mussolinien. Pour Pasolini, il n'est pas question de dire que ça va mieux en Italie en 1975 que pendant la guerre. C'est pas mieux. Même à la limite, c'est pire. Alors, comment dit-il c'est pire?
il parle des jeunes paysans qui étaient engagés dans l'armée mussolinienne. Et il dit que pendant le temps où ils étaient engagés, où ils étaient à l'armée, bien sûr, ils disaient des choses fascistes, des choses mussoliniennes. On leur demandait de dire ça, on leur demandait de faire ça, et ils le faisaient. Mais ce que dit Pasolini, c'est que au moment où ils revenaient chez eux, où ils reprenaient, comme il dit, le chemin de la campagne, le chemin des champs, ils retrouvaient tout de suite la parole et les gestes de la vie sans le fascisme. C'est-à-dire, il dit, au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas fascistes. C'était un costume qu'ils prenaient. Seulement, donc, en quoi la société de consommation, c'est pire que ça? C'est pire parce que maintenant, dit-il, il n'y a vraiment plus de costume. C'est-à-dire que la société de consommation atteint les gens profondément. Elle ne les atteint pas en les obligeant à parler, elle les atteint parce qu'ils ne sont rien, ils ne sont plus rien d'autre que les manières de parler, les manières de bouger. Parce que pour Pasolini, c'est très important de regarder comment les gens ils bougent dans la rue, parce que là, parce que c'est une manière de comprendre. Pour lui, c'est un signe très important de ce que les gens vivent et quelque chose de très concret, donc ça se voit très bien. Et il dit, en fait, en une dizaine d'années, en une dizaine d'années, les gestes et les paroles ont été unifiés complètement. Ils ont été complètement unifiés. Tout le monde a été, voilà, tous les gestes des gens ont été volés. Ils n'agissent plus que ils ne parlent plus que selon le modèle télévisuel. Donc, par exemple, à ce moment-là, c'est le jeune qui a des cheveux longs, qui a des jeans. Enfin, il y a tout de suite dans le livre, il y a tout un problème sur des jeans qui s'appellent les jeans Jésus. Et donc, il y a tout un problème avec la religion parce que en fait, et c'est la troisième des citations, qui est à cheval sur les deux pages. Le nouveau pouvoir permissif tolérant s'est servi de nos déconsécrations pour se libérer d'un passé qui, avec toutes ses sottes et atroces conséquences, ne lui servait plus. Toutefois, par compensation, ce nouveau pouvoir a développé au maximum sa seule possibilité de sacré. Le caractère sacré de la consommation comme rite et, naturellement, de la marchandise comme fétiche. Rien ne s'oppose plus à tout cela. Le nouveau pouvoir n'a plus aucun intérêt, ni nécessité à se déguiser avec religion, idéaux et autre chose du genre, tout ce qu'en somme Marx a démarqué. Donc la société de consommation n'a plus besoin de la religion, qui est renvoyée à un rôle folklorique, c'est-à-dire un rôle de tourisme, un rôle de... Les personnes mais elles ne déterminent plus du tout le sens de la vie des gens. Ce n'est qu'un apparat, et ce n'est pas parce qu'il y a plein de gens qui ont été tristes de la mort de Jean-Paul II que ça va nous faire croire que le christianisme oriente leur vie. Alors, il y a comment ça se fait que la société de consommation a réussi à détruire toutes les autres cultures.
Elia Reishi, bon, Pasolini, comme nous tous, dit que le symbole de cela, c'est la télévision. Mais il a une explication convaincante, peut-être pas tout à fait, peut-être qu'on voudrait que ce soit encore mieux expliqué, mais donc pour lui, il dit ça déjà. En fait, c'est que il y avait toute une partie de la culture de l'Italie, on parle de l'Italie parce que Pasolini, son expérience qu'il connaît, c'est l'Italie surtout. Donc il explique qu'il y a toute une partie du peuple qu'on appelle le sous-prolétariat qui n'a pas été atteint par l'idéologie de la bourgeoisie parce qu'ils sont trop loin. C'est les banlieues très reculées et les paysans. Et eux continuent à vivre selon des anciens modèles, des très anciens modèles, et ne savent pas, n'ont pas le modèle, bourgeois, le sens de la vie qui est de la bourgeoisie. Tandis qu'avec la télévision avance partout, et même ce sous-prolétariat dont les cultures existaient encore, ces cultures-là ont été détruites, elles se transforment en folklore, c'est-à-dire un endroit à lequel on va faire des danses en Bretagne pour attirer des touristes. C'est ça le folklore. Et donc, forcément, comme c'est du folklore, la télévision va être là pour le retransmettre, etc. Mais la transmutation en folklore a été faite et les gens ne vivent plus selon cela. Donc, la télévision a facilement détruit toutes les cultures en s'implantant très, très profondément et partout. C'est pour ça que Pasolini dit qu'il n'y a plus de prolétariat. Il n'y a plus de prolétariat parce que le prolétariat, en fait, sa définition, ce n'est pour Pasolini, mais pour nous aussi, ça nous semble plus convaincant. Sa définition, ce n'est pas qu'il est plus pauvre et qu'il a une certaine manière de travailler, mais c'est qu'il a un autre modèle d'existence. Or, grâce à la télévision, il n'y a plus qu'un seul modèle d'existence qui s'impose aux dépens de tous les autres possibles, et ce modèle d'existence, c'est le modèle d'existence bourgeois. Donc, les gens, on n'est pas un prolétaire parce qu'on est pauvre, on est un prolétaire parce qu'on n'a pas ce modèle d'existence-là. Et ceux qui sont pauvres et qui ont le modèle d'existence bourgeois, c'est-à-dire que, en gros, l'argent fait le bonheur, enfin, c'est tout à fait ça. Plus il y a d'argent, mieux ça va aller. Bien sûr, il y a tout le cadre de la famille aussi, mais bon, enfin, ces gens qui sont trop pauvres pour vivre ce bonheur bourgeois sont pas des prolétaires, mais des petits bourgeois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va forcément être révolutionnaire. Alors déjà, pour les gens qui sont issus de la bourgeoisie, à qui on a toujours dit, comme tes parents ils sont riches, de toute façon tu ne peux pas vraiment être un vrai révolutionnaire, de toute façon tu propages l'idéologie de ta richesse, etc. Bah, ça fait un peu du bien d'entendre ça, parce qu'on se rend compte que finalement, maintenant on est tous logés à la même enseigne, pauvres et riches. Le problème, c'est de changer le sens de la vie. Et c'est celui qui a le sens de la vie bourgeois, et pas. Donc, le problème de la révolution, c'est de donner un autre sens à la vie. Ce qui remplace le prolétariat, en fait, c'est les minorités.
je ne peux pas vraiment creuser le sujet, mais je donne comme indication le fait que, par exemple, Deleuze dit qu'en fait, dans Mille plateaux, ils ont voulu remplacer justement les classes par la lutte des classes, par l'affrontement majorité-minorité, avec des phrases comme des phrases comme la majorité ce n'est personne, la minorité c'est tout le monde, mais tout le problème c'est d'essayer de dévier du modèle majoritaire. Pour comprendre, j'ai une citation de Michel, des citations de Michel Foucault qui sont bien intéressantes pour comprendre dans quelle situation on est du point de vue de la véritable rupture dans la société. Il dit, d'une manière générale, on peut dire qu'il y a 3 types de luttes. Celle qui s'oppose aux formes de domination ethnique, sociale ou religieuse, celle qui dénonce les formes d'exploitation qui séparent l'individu de ce qu'il produit, et celle qui combat tout ce qui lie l'individu à lui-même et assure ainsi sa soumission aux autres. Lutte contre l'assujettissement, contre les diverses formes de subjectivité et de soumission. Michel Foucault dit que nous sommes passés à un stade, nous sommes dans un environnement où c'est la dernière forme de la lutte contre l'assujettissement qui prédomine, sachant que, bien sûr, il reste toujours des dominations, celles qui s'opposent aux formes de domination, finalement, ça veut dire que ces formes de domination n'existent pas en démocratie parlementaire. Il n'y a pas ces formes de domination-là. Par contre, en démocratie parlementaire, il y a toujours les formes d'exploitation qui séparent l'individu de ce qu'il produit, et il y a surtout celles qui lient l'individu, qui assujettissent l'individu. C'est-à-dire que dans les fléaux du pouvoir, c'est pas parce qu'on est en démocratie parlementaire, seul le premier fléau est écarté. L'oppression économique et l'oppression assujettissante existent de plein, sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on est extrêmement assujetti dans Surveiller et punir. Il y a des choses comme sans doute les Lumières ont inventé les libertés individuelles, mais elles ont donné un soubassement très profond qui est les disciplines, et que dans cette démocratie où il y avait censé avoir une égalité formelle, en fait, il y avait aussi qui s'installaient en même temps les disciplines qui déséquilibrent en permanence le rapport de pouvoir. Donc c'est toujours dans le même esprit d'essayer de nous rendre compte de la nécessité de nous désassujettir. Et d'ailleurs, Foucault dit ça, juste après, il dit autre chose, il dit « J'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois que notre société se trouve confrontée à ce type de lutte. Tous ces mouvements qui ont pris place au XVe et au XVIe siècle, trouvant leur expression et leur justification dans la réforme, doivent être compris comme les indices d'une crise majeure qui a affecté l'expérience occidentale de la subjectivité d'une révolte contre le type de pouvoir religieux et moral qui avait donné forme au Moyen-Âge à cette subjectivité. Le besoin alors ressenti d'une participation directe à la vie spirituelle, au travail du salut, à la vérité du grand livre, tout cela témoigne d'une lutte pour une nouvelle subjectivité. » Donc, 15e, 16e siècle, la Renaissance.
il semblerait que c'est très intéressant de nous mettre comme ça, qui avons l'air de nous mettre comme ça en rapport avec la Renaissance, avec ce qui s'y est passé. Je ne sais pas trop comment dire, mais je trouve que ça... je ne sais pas comment. En tout cas, il y aurait peut-être grand intérêt à chercher qu'est-ce qui s'est passé dans ce 15e et ce 6e siècle pour peut-être comprendre un peu mieux comment s'engage ce type de lutte, et donc ça pourrait nous servir très pratiquement. Qui s'est passé où temps? Au 15e et 16e siècle. Ah, d'accord. Avec comme expression et justification la réforme. Il y avait une autre manière de se rapporter à Dieu qui donc pour Foucault, tous ces problèmes renvoient au pouvoir pastoral, qui est la nouvelle forme de pouvoir, où en fait ce n'est plus un pouvoir comme de prélèvement, comme faisait le souverain. Le seigneur prend demande à ses cercles tous les ans, je ne sais pas, une certaine quantité de marchandises. Non, ce n'est pas un prélèvement, c'est la manière dont s'occupe le berger du troupeau. Et il s'en occupe en fait il s'occupe d'abord un à un des membres du troupeau. Il faut bien soigner chacun des membres du troupeau. Alors par hasard, pas par hasard, mais en tout cas je me suis rendu compte que finalement dans le métro, quand on vous dit à chaque station de métro prenez garde à la marche en descendant du train, c'est ça le pouvoir pastoral. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe de vous pour que vous continuiez, qu'on s'occupe de nous pour qu'on puisse continuer, qu'on ne tombe pas de la même manière, ne fumez pas, de la même manière, attention à ci, attention à ça. Et ce qui est très bien pour ce pouvoir, c'est qu'il peut toujours se présenter comme le pouvoir de vous vouloir du bien. Donc voilà. Je termine ce problème sur l'actualité du fascisme. Oui, en fait, je veux dire que là, en parlant de l'actualité, le problème, c'est que quand on parle des problèmes du monde contemporain, on est toujours en train de parler ailleurs. C'est-à-dire, ceux qui en parlent, ça a l'air d'être jamais à eux que ça arrive. Et eux, ils sont sympas et ils sont touchés dans leur cœur des misères des clochards, des misères des sans-papiers, des misères du tiers-monde. Mais à eux, en fait, tout va bien, ils sont libres, quoi. Mais c'est pas ça. On n'est pas libre du tout. Sinon, il n'y a pas de nécessité pour nous de faire la révolution et on restera toujours dans une démarche de type humanitaire. Or, une démarche de type humanitaire, c'est dire, semble-t-il en général, c'est dire quelque chose comme essayons d'aider tout le monde à devenir comme nous, à avoir un aussi bon mode de vie comme nous. Mais qui pense qu'il a un bon mode de vie? En tout cas, c'est pas un révolutionnaire, parce que sinon, il ne va pas s'engager corps et âme dans une lutte s'il ne pense pas que cette lutte est nécessaire pour se libérer. Le problème des soulèvements, c'est que toujours il faut mettre sa vie en jeu. C'est ça le problème. Foucault parlait toujours dans le soulèvement, il y a des gens qui mettent leur vie en jeu. Si on ne met pas la vie, on ne peut pas... parce que le pouvoir fonctionne sur le fait que les gens ne réussissent pas, n'ont pas le courage de mettre
leur vie en jeu. C'est à un moment, il y a toujours un moment dans la relation de pouvoir où il est possible de mettre sa vie en jeu et d'échapper à la relation de pouvoir. Par exemple, des enfants qui au lieu d'aller à l'école, ils considèrent que ça leur plaît pas, et ben hop, ils partent de chez leurs parents sur la route, et ben ils mettent leur vie en jeu là, puisque il va falloir trouver à manger, etc. Pour vraiment partir, c'est très dangereux, quoi. Après, de la même manière, les manifestations, donc Foucault s'occupait de ça, a fait beaucoup de reportages sur les manifestations en Iran et sur la révolution iranienne, et les gens qui défilent face à l'armée, s'ils ne défilent pas, et l'armée est prête à tirer, et il ne se passe rien. Il faut même, s'ils ne mettent pas leur vie en jeu, là, ça ne fonctionne pas. Donc tout le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre sa vie en jeu. Enfin, je ne sais pas. Et donc je finis en disant qu'en fait, ce qu'on appelle un apolitisme dans une société de consommation, ce n'est pas un apolitisme, c'est les apolitiques. Une apolitique, c'est une subjectivité soumise à la société de consommation. Parce que, en fait, rendons-nous compte que finalement, derrière toute publicité est en même temps qu'une indication vers une marque particulière, aussi une affiche de propagande pour un système. Un système qui est non seulement économique, mais aussi qui concerne la manière dont les gens vivent. Toute affiche de publicité propage un sens de la vie. Et si vous voulez, si on voit les choses comme ça, en effet, on peut revenir un peu avec Pasolini et se rendre compte que finalement, ce qui nous arrive, non pas du point de vue des violences physiques, mais du point de vue du contrôle de la subjectivité, il ne vaut pas mieux que ce qui s'est passé sous Mussolini. La propagande était moins aboutie. Dans les fascismes, la propagande est moins aboutie que chez nous. La Chine, etc. On est sous une propagande monstrueuse, mais c'est-à-dire que il ne faut pas l'entendre comme il ne faut pas l'entendre seulement comme oui, il y a de la propagande, mais ça ne me touche pas. Ça implique une subjectivité qui a un sens de la vie, une certaine manière de vivre, et un certain nombre de valeurs, et ces subjectivités-là vont forcément s'opposer à toutes les autres subjectivités qui avancent sur un autre mouvement, soit en plaisantant, soit, en tout cas, ils entraveront le mouvement des autres subjectivités. Quand je me rends compte, finalement, ces autres subjectivités qui ne sont pas celles de la société de consommation sont les subjectivités minoritaires, en fait. Il y a en fait, la publicité, c'est le remplissement de l'idée de majorité. En fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est donc l'imposition d'un modèle. Il y avait une phrase aussi de Godard qui était amusante, quand il disait, amusante et subversive, quand il disait que en fait, le cinéma, ce qui était vraiment le cinéma Hollywood, c'était une usine de cosmétiques. C'est-à-dire que le cinéma propose, mais la télévision propose tout simplement des manières de se comporter. Des gestes à faire. Des gestes à faire dans toute situation, situation d'amour, c'est-à-dire que le cosmétique, c'est ce dont je me bats. Et donc là, il y a donc tout le problème, en fait, c'est de savoir pourquoi les gens prennent cela, et non pas pourquoi nous prenons ce que nous propose la télévision comme geste à faire,
ou comme parole à avoir, plutôt que des choses qu'on dirait authentiques. Bien, ça je ne sais pas très bien, mais c'est vrai qu'il semble que dans nos sociétés, avoir accès à des choses authentiques devienne de plus en plus difficile. Et alors, donc c'est un peu ça le problème. Alors, fin de la première partie. Tu l'as terminé? Non, ma première partie. Ah bon. Ah bon, tu veux faire un repos volontiers, parce que d'ores et déjà d'ailleurs, il y a peut-être des réflexions que ton propos a suscité, qui est très intéressant. Et le seul reproche que je ferais, c'est que tu ne l'aies pas annoncé la fois précédente. J'en reviens toujours à cette question, parce que peut-être il y a des gens qui se sont autorisés à ne pas venir aujourd'hui, qui auraient été intéressés par cela, et qui effectivement seraient venus, auraient médité cette question, ce thème, et seraient venus. Mais enfin, nous n'allons pas faire des lamentations qui seraient complètement inutiles, et uniquement raisonner sur le moment présent. Je fais simplement comme remarque, oui, tu as eu raison de soulever cette question et de l'organiser autour de ce mot. Je dirais un mot, d'abord, peut-être. C'est un concept, c'est une idée force, c'est tout ce que l'on voudra appeler un affect, mais c'est également un mot, c'est-à-dire un mot qui, à certains moments, qui ne sont pas tellement reculés dans le temps de l'histoire, étaient porteurs, étaient très chargés à la fois significativement et affectivement de sens. Je te l'avais dit d'ailleurs hier, que à mon avis, précisément à l'heure actuelle, ce mot apparaît comme insolite et inusité. Alors, la question de savoir si toutefois il a une valeur, s'il garde sa charge et si on doit la lui redonner, est une question très pertinente. Il y a 2 ou 3 ans, peut-être 4, mais enfin je crois que c'était au tout début de 2000, une revue qui existe encore, qui est très, très espacée comme numéro, qui s'appelle Ligne, qui est éditée maintenant, je crois, chez les Auchères. À l'époque, je ne sais pas où c'est qu'elle était éditée, et qui avait ouvert une enquête. C'est une revue qui fait souvent des enquêtes. J'avais répondu, j'avais été interrogé, il y avait également beaucoup d'autres personnes, et je regrette de n'avoir pas pensé à cette revue, mais je vous l'apporterai pour la prochaine fois, parce que cette enquête était le désir de révolution. Et alors beaucoup de personnes étaient interrogées pour savoir qu'est-ce que correspondait à leurs yeux. C'était pas tellement l'idée, c'était le désir. S'ils avaient, nous allons nous arrêter pour voir cette tornade qui est tout à fait extraordinaire, s'ils avaient un désir de révolution, il faudrait que une photographie doit. On se croirait à Bogota ou dans des pays où il y a beaucoup de tornades. Photographie-le. Trop noir, on voit rien. Si, on verra l'orientation de l'arbre dans le ciel. Oh! Voilà. L'arbre se dort. Donc, il y a quelque chose ici. Agitation, c'est une tornade. C'est une révolution. Les toits vont être emportés. C'est peut-être que la suite d'avoir évoqué le mot de révolution, ça a suscité, là, avec cette lumière, regarde ça, on croirait un cyclone. Oui, et bien oui, c'est un cyclone, comme aux États-Unis, comme en Floride, en Jamaïque. Cyclone à la Jamaïque.
Cyclone astronomique. Mais ça vient du dérèglement des climatures. Ça, il faudrait un fourrier pour réécrire sur la détérioration systématique de la planète, mais c'est absolument indispensable. Eh bien, ton malheureux amour extérieur, il va être mort. Ah, c'est vous qui aviez été. Mais c'était mieux de voir la lumière. Regarde, là, on voit mieux, on voit plus maintenant. Il faudrait que vous fermiez pour qu'on puisse voir. Bon, alors, c'est ça, il y avait le désir de révolution. Et ça serait intéressant de voir. Il y avait, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai répondu moi-même, mais enfin, je le porterai. Il y avait Ben Saïd, d'ailleurs, je crois qu'il avait répondu. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y en avait qui disaient que la révolution n'est plus à l'ordre du jour, c'est un mot discrédité, c'est une idée qui n'a plus de cours, ce qui est possible. D'autres qui disaient au contraire qu'il fallait la réactiver, que c'était une idée qui vivait toujours. Personnellement, c'était ma pensée, mais que ce qu'il ne fallait plus prendre, c'était un peu dans le sens de ce que tu dis, la notion de révolution dans un sens de moment historique déterminé avec un après et un avant, mais que c'était une attitude qui était actuelle, permanente, et qui pouvait être une manière de comprendre les choses contemporaines, non seulement politiques, mais également dans tous les domaines de l'existence. Il y a eu raison donc de parler de Pasolini, par exemple, de parler de Marx, effectivement, à une époque où révolution s'identifie à un changement de régime social et politique et à une prise de pouvoir d'une classe sociale. Mais il faudrait peut-être insister sur cela. Est-ce que ce mot de révolution est identifié à cela, donc il serait périmé au moment où on ne peut plus concevoir exactement une classe sociale s'emparer du pouvoir, étant donné que les révolutions socialistes ont précisément, apparemment, marqué une étape dans l'histoire qui a été sanctionnée par un échec ou par une transformation interne telle, comme en Chine, par exemple, où le type d'État communiste se conserve, est en fait le contenu, à part la rigidité administrative, est exactement le contraire dans l'évolution d'un capitalisme effréné. Donc, il y a effectivement des modifications à noter qui sont très importantes. Mais tu as raison, par exemple, de citer dans ce cadre Pasolini comme étant un exemple de pensée révolutionnaire dans une situation qui n'a plus de confiance, où l'on n'a plus de confiance dans la vocation révolutionnaire du prolétariat, et où il y a une modification profonde. Alors là, on va s'arrêter une seconde. Il y a deux fascistes, effectivement, chez Pasolini, ce qu'il appelle le prolétariat. T'as peur? C'est beau. Il y a des éclairs incroyables. C'est vrai parce que dans Werther de Goethe, il raconte un moment où il y a un orage et toutes les gens et toutes les dames effrayées se cachent sous la table. Il n'y a que des gens qui sont au courant des découvertes récentes au XVIIIe siècle de la nature de la foudre et du paratonnerre,
qui peuvent expliquer que l'on ne risque rien parce qu'il y a un paratonnerre installé à proximité, de sorte que les personnes présentes ne risquent rien de la part de la foudre. Mais c'est effectivement beaucoup plus que la foudre, le bruit du tonnerre qui effraie les gens et qui fait que les dames se réfugient sous la table. Et il y a il pleut à votre avis. Ah bah oui. Et bien ça fera du bien alors si les maisons et les toits ne sont pas emportés. C'est ça le problème. Mais là où les toitures et les arbres vont résister à l'orage, la pluie fera effectivement du bien parce qu'il y avait de la sécheresse. Donc il y a deux fascismes comparatifs. Il y a plusieurs raisons de citer les écrits corsaires. Il en parle abondamment là, il en parle dans les lettres luthériennes, il en parle dans une quantité d'autres articles dispersés, de correspondance, etc. Et alors le second fascisme qui est moins visible, il en parle à propos de Salo. Or Salo qui a été son dernier film et qui a été écrit tourné en 74, monté 75, il a été assassiné juste après le montage de Salo. Mais avant, je crois, sa présentation, parce que Salo a été interdit d'abord en Italie, comme à la projection. Et il est possible, et puis je crois qu'il a été distribué en France avant d'avoir paru en Italie en 1967. Quoi qu'il en soit, Salo est une acerbe mise en scène des 120 journées de Sodome de Sale contre le fascisme, et en représentant dans l'histoire et dans l'anecdote des représentants du fascisme mussolinien qui se livrent à ces exactions dans un domaine où ils ont rassemblé des jeunes gens par la force en utilisant justement tous les moyens que leur donnait leur puissance fasciste et l'armée, mais d'autre part, dans le sens, dans l'intention, ce que vise Salo à travers ce premier fascisme est moins la dénonciation du premier fascisme que la dénonciation du second. C'est-à-dire de façon très subtile, ce qu'il vise, c'est précisément la société, l'aboutissement de la société de la révolution sexuelle, du laxisme, de la consommation du sexe en outrance, etc. Ou tout ce que Foucault a appelé le sexe roi. Donc, d'une façon très subtile, à travers la mise en scène du premier fascisme, c'est en fait un certain aspect impliqué dans le premier qui est visé, et non pas bien sûr la liberté sexuelle, puisque Pasolini lui-même est entièrement favorable à la liberté sexuelle et aux manifestations de la sexualité sous toutes ses formes, mais cette partie, cette nuance, cette partie insidieuse qui est précisément ce qu'il appelle ici, d'ailleurs, ce qui éclaire également un peu le sens du film Comici d'amore qu'on avait vu la fois précédente, ce qu'il appelle ici sur le cinéma, où on voit passer des tornades épouvantables. Oui, c'est ça, un cycle
cyclone, je ne sais pas si vous avez jamais lu ce livre, tout à fait remarquable, qui est une sorte c'est une référence de l'avant-guerre, puisque Sartre le mentionne de Richard Huck. Un cyclone à la Jamaïque, c'est l'histoire d'une petite fille qui est extrêmement fière parce qu'elle a assisté à un cyclone. J'espère que t'as acheté. Vous avez fermé vos fenêtres. Le pauvre Richard Huck, H-U-G-H-E-S, un cyclone à la Jamaïque. Tu l'as jamais lu, non? Achetez-le en livre de poche, ça vous plaira énormément. Il y en a eu également une interprétation filmée qui n'est pas mal du tout, je ne sais pas qui elle est, dans les années 70. Mais où ce cyclone est tout à fait comparable à ce que j'avais devant les yeux, parce que là on dirait qu'on a une sorte de... Avec ces préfabriqués, on dirait des demeures de pays tropicaux, pour que l'on pense. Bon, excellent, je vais te donner alors la parole, vous donner la parole à tout le monde, c'est ça, au moment où... C'était la lumière que je coupe. Je voulais pas voir la... Qu'est-ce que vous voulez voir? Il veut qu'on coupe la lumière. Tu veux pas voir, René? C'est rare les... On va aller voir, c'est pas ça. Si on ouvre les fenêtres, on va avoir l'eau. Non, on peut pas ouvrir. Ah, il va, la température va nous refroidir d'une façon considérable. Heureusement que j'ai fermé mes fenêtres, tu les as fermées. Non. Ben moi j'ai peur, j'avais oublié de les fermer, dis donc. Ça va être une inondation. Hein. Je les ai fermées, mais comme ça ne ferme pas, enfin bien que les portes ne soient ouvertes sur les balcons, Le métro va pas marcher. Ah, parfait. La lumière, Vous venez de Toulon? Non. faut aller où? Vous étiez dans la pluie? Non, la pluie. Eh bien, notez vos noms alors. Dans le cas des autres. Si doit tomber la quantité de vapeur d'eau qui s'est accumulée pendant ces derniers jours, on en a vu quelques matins. Il n'y aura pas de métro. Ah, ben ça aura tous les métros. Tous les métros aériens vont être complètement. Peut-être qu'il y a un métro qui va être projeté dans la Seine. Très violent, hein. Et oui, c'est ça, c'est que je crains. Parce qu'un métro qui passe au-dessus de fond de la Seine, Tout va être inondé surtout. On va passer 3 jours. et toi, avec la pétrole. Moi je suis... Il faut un bateau là pour rentrer. Ouais. Attendez, je termine ce que j'avais à dire sur cette première partie. À propos de Pasolini, c'était bon, le nouveau pouvoir, c'est ça, vous voyez, le nouveau pouvoir permissif, entre parenthèses, tolérant. C'est bien cette idée de la critique de la société de tolérance qui, par une sorte de paradoxe qui est très constant chez Pasolini, est précisément identifié à un fascisme. On va jamais le retrouver. C'est une vraie star hein, de la télévision. Hein. De la séduction. Je vais rentrer aux toilettes. C'est lui qui l'appellera forcément, puisque c'est le téléphone, ce n'est que le sien.
Merci. C'est appelé très bien les mains, d'ailleurs, en entrée, c'est de formuler très précisément quel est le thème, ou le type, ou les deux, de son intervention, que personne ne le sait encore. En même temps que je fais mon exposé, je fais passer des photos comme ça pour essayer que ça fasse un petit peu des connexions hasardeuses entre les photos et ce que je raconte. Donc je commence par Mais tu ne dis pas qu'il y a comme ça, à cause du livre de Pasolini, Écrit Corsaire, qui dit que la société de consommation est un nouveau fascisme. En fait, appeler ce qui nous arrive aujourd'hui par un nom si fort, c'est peut-être une manière d'essayer de faire sentir justement une nécessité de transformer radicalement la vie ici. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas fait sentir la nécessité de transformer radicalement la vie, tant que les gens pourront. Quand quelqu'un pense qu'il peut toujours s'arranger sans dommage extrêmement important pour lui et pour la vie, il ne va pas faire la révolution. À la limite, il faudrait atteindre à des choses comme par exemple, quand Nietzsche ou Artaud disent des choses comme la vie est réduite à son plus petit degré. Nous ne sommes rien comparé à ce que nous pourrions être. La vie est mise à mort, des choses comme ça. Personne ne le croit véritablement. Personne n'a l'impression d'être annihilé par l'environnement. Donc, tant que... Oui. Alors, donc... j'essaye de parler de la révolution. Pour parler de la révolution, c'est un petit peu difficile parce que, on pourrait dire ça comme ça, il ne suffit pas de parler de la révolution, il faut la faire. Il ne faut pas que la révolution soit seulement un sujet historique, par exemple. Un sujet historique, un sujet comme un autre. Quand on parle de la révolution, on essaye d'avoir une action avec la parole
Et voilà le problème. J'avais comme manière de parler qui avait un effet, j'aimerais prendre comme modèle dans le 3e plateau de l'île Plateau, qui s'appelle la géologie de la morale. Il y a un conférencier qui fait une conférence devant des gens qui au départ sont plutôt intéressés et bienveillants à son égard, et au fur et à mesure que le conférencier qui est le professeur Challenger, c'est un des héros, c'est le héros principal d'un livre de Conan Doyle, Le Monde Perdu, qui avance qui font une expédition dans un monde où ils se retrouvent dans un monde où il y a des dinosaures. Et On est dans un monde de rêve. Sublime. Oui, c'est ça ce qu'on appelle un bain mou. Superbe, hein. Mais on peut pas, on n'a pas les... Oh, si, non, mais on peut pas avoir les fluorescents. Merci, les caméras. C'est super beau. Ouais, c'est super. C'est clair. Surtout pour moi. Et comme il est folle. Très joli. Franchement, il y a rarement des choses Très aussi bien la belles. journée, ouais. C'est très rare de voir des choses aussi belles, aussi soignées. C'est beau. Sublime. Jérôme, Ah ouais, merci. Merci, au revoir. Merci. merci. Super. Celle-là, Ah, mais on voit pas bien avec la caméra. T'as perdu quelqu'un? T'as perdu ta copine? Ah. Tu lui as dit que c'était département philosophie au moins? Il a un portable. non, mais l'autre, on en a pas. Il y en a un qui en a un, mais l'autre, on en a pas. C'est foutu alors. C'est foutu complètement. À moins qu'il soit suffisamment poussé. Bon. Mais il n'a pas l'air d'exercice. Mais comme il Marseille, mon enfant, il est simplement élève de terminale de philo. Et que l'autre part, il est de Marseille. D'une part, il n'a pas l'habitude des chats. Et d'autre part, il n'a pas l'habitude de Paris, c'est ça. Des arts et métiers. Ah oui, très très beau. Immense. Très 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 joli. Buvez. Alors il y a toujours ceux qui sont à représenter à la télévision, à boire. Tant il aurait dû lui dire. donc Deleuze et Guattari prennent ce professeur Challenger comme sujet dénoncé de leur plateau. Et à la fin de ce plateau, le professeur Challenger se transforme en espèce de chose très étrange. Donc il accède à une métamorphose à la fin de sa conférence, ce qui est une manière de parler, disons, très efficace. Et donc il faudrait essayer de parler comme ça, pour parler de la Révolution, pas d'en parler simplement parce que la Révolution, c'est pas, elle peut pas, le sujet de la Révolution ne peut pas rester dans la forme habituelle. S'il y a une révolution, c'est déjà que ce qu'il y a à dire ne peut pas être dit dans la forme actuelle, sinon donc voilà.
Alors je fais deux parties, et puis après chaque partie, vous pouvez poser des questions. Comme ça, je fais une partie, après chacun pose des questions, et après je fais l'autre partie, et puis on s'acharne un petit peu. Alors, première partie. J'ai appelé la première partie l'actualité du fascisme. Parce que. L'actualité du fascisme. Ah. Pourquoi j'appelle ça comme ça? J'appelle ça comme